Vous trouvez que l'époque est un peu dramatique ? Voici un petit retour en arrière sur ces 25 dernières années. Et si ces périodes de crise n'étaient pas la fin du jeu, mais le début de nouvelles opportunités ? Après le crash, Apple lance l'iPod et un écosystème fermé iPod plus iTunes qui va réinventer l'industrie de la musique. Airbnb profite de la crise des subprimes pour lancer un nouveau modèle économique qui va permettre à des millions d'Américains de payer leurs factures, rembourser leurs prêts et éviter la saisie immobilière. Alors, vous êtes prêts à saisir les opportunités ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas Giron, je suis directeur général de Quote et j'ai le plaisir de vous accueillir et je vais vous accompagner toute cette matinée. Tout le monde est assis, a fini son café, tout est bon ? Ok, bienvenue. Merci de prendre le temps de venir. Je sais que dans les agendas surchargés, c'est toujours quelque chose de prendre du temps pour venir réfléchir avec nous, se poser des questions. Effectivement, on va parler de crise, d'opportunités, mais essayer de voir globalement comment on peut bénéficier finalement de cet environnement. Donc déjà, merci à vous d'être là. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Quote, on est un logiciel de crédit management et de recouvrement de créances. Donc notre métier, c'est de fournir aux entreprises une solution qui va leur permettre d'analyser leurs risques d'impayés, de les prévenir, de voir comment ils peuvent essayer d'éviter tous ces impayés, et puis après générer des actions de relance, des suivis, de faire des relances, mais en fonction du comportement de paiement de leurs clients, et aussi de diffuser la culture cash au sein de l'organisation grâce à des modules qui permettent de faire des tableaux de bord qui diffusent toutes les informations. Voilà pour Quote. Merci de nous rejoindre. Alors pourquoi je dis qu'ils nous rejoignent, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui vous êtes dans le cadre des journées club. Alors les journées club, c'est quoi ? C'est qu'en fait on a le plaisir de regrouper un panel de nos clients pour faire le bilan avec eux de ce qui a été fait sur cette année en termes d'évolution de la plateforme, parce que la plateforme vit tous les jours, et de déterminer avec eux, grâce à des jeux d'ateliers et de votes, les évolutions futures qu'ils veulent venir pour l'année prochaine. On a parlé beaucoup de cash, de prévision de trésorerie, de prévision d'encaissement hier. Et donc, on sait maintenant comment on doit guider les choses. Donc déjà, je voudrais remercier aussi nos clients qui sont là depuis hier pour ces échanges, pour leur présence, pour le temps consacré. Et c'est ça qui nous permet de continuer à écrire l'histoire de Quote. Donc, merci. On va les remercier aussi, c'est les intervenants qui prennent le temps de venir auprès de nous. On va les remercier parce qu'on va essayer de un peu les titiller, aller chercher des éléments intéressants. Donc vraiment merci à eux pour le temps consacré. On va les présenter au fur et à mesure. La petite vidéo, tout à l'heure, on a essayé de faire une liste des différentes crises qu'on a pu croiser. Si on fait un petit bilan depuis le début du siècle, donc subprime, on a eu la crise donc des subprimes, des dettes étatiques, le Covid, toutes les douceurs qu'a amené le Covid aussi, tension dans les chaînes, l'inflation, les crises énergétiques, l'Ukraine, maintenant le détroit d'Ormuz. Bonne nouvelle, si vous êtes là, c'est que vous avez survécu à tout ça. Bravo, félicitations, c'est déjà bien. On peut se le dire, on a survécu à tout ça, ça c'est bien. Mauvaise nouvelle, alors je pense qu'on peut tous parier que c'est pas la dernière, et qu'on a quand même des cycles de manière récurrente de crise, de soubresauts. Et en fait, on s'est dit, le temps des opportunités, c'est notre fil rouge chez nous cette année, en se disant, ok, une crise, c'est un moment de tension, de frottement, de désorganisation, potentiellement, mais aussi ça peut être, si on prend le temps d'essayer de lire les choses, d'en tirer des enseignements, ça peut être le moment de se reposer des questions, de se poser, de voir s'il y a des opportunités pour se réorganiser, voir s'il y a des croissances, comment on fait, on parle d'IA et ainsi de suite, comment on peut utiliser ce temps-là, au contraire, en disant, on va en bénéficier pour essayer de se reposer des questions. Donc c'est pour ça, c'est ça le thème, le temps des opportunités.
Comment ça va se dérouler? Il va y avoir 3 ateliers. Un premier atelier où on va parler cash, on va parler encaissement, on va parler impayé. Après, il y aura un deuxième atelier où on va se poser la question en se disant « Ok, est-ce qu'on pourrait aussi profiter de ce moment pour faire de la croissance externe ?» Il y a peut-être des opportunités à gérer, on va voir comment on peut les traiter. Après, vous aurez droit à une pause. Alors là, vous pourrez faire vos emails, les points, recafé et ainsi de suite. Et on repartira pour la deuxième partie de la matinée où il y aura un troisième atelier où on va s'interroger sur l'IA et les talents. Est-ce qu'on va tous avoir un travail encore dans quelques années? Non, on va se poser ces questions-là. Et en fait, on vous a caché quelque chose. Il y a encore un autre atelier. Chaque année, ceux qui participent au Masterclass le savent, il y a un intervenant mystère. Donc on va faire venir quelqu'un qui a su saisir une opportunité. Dans un milieu, c'est pas forcément, on va parler chiffres, on va parler business, mais c'est pas forcément un domaine d'activité classique par rapport à tout le monde. Derrière, petit mot de conclusion par notre président de notre groupe. Vous verrez, il vous présentera quelle est l'organisation autour de Côte. Et on aura le plaisir de faire un cocktail déjeunatoire ensemble. Voilà le programme cette matinée. J'espère qu'il vous va, parce que de toute façon, on va pas le changer. Et on est parti là-dessus. Donc, on va faire le premier atelier. J'ai demandé à Denis et à Aurélie de me rejoindre. On va parler record de faillite, croissance atone. Ce serait peut-être un terrain fertile pour les impayés, tout ça. Effectivement. Donc, premier atelier, comment éviter les impayés. Déjà, je vais vous demander de vous présenter et de présenter rapidement votre structure. Honneur aux dames. C'est parti. Donc Aurélie Manigo, je représente aujourd'hui Allianz Trade et je suis en charge du développement commercial sur toute la partie sud-est de l'assurance crédit, donc Allianz Trade. Allianz Trade, c'est quoi l'assurance crédit? Ça tourne autour d'un triptyque qui est l'information de vos clients. Donc voilà, savoir avec quel client vous travaillez au quotidien. Ça va être également la partie recouvrement. Et le troisième volet qui est intégralement pris en charge dans l'assurance crédit, c'est la partie indemnisation. Renseignement client, recouvrement et indemnisation. Je travaille, malgré mon très jeune âge, depuis 22 ans chez Allianz Trade, précédemment en tant qu'analyste crédit, donc sur tout le quart sud-est, principalement Grenoble, Montpellier, Marseille. J'ai fait ça pendant 18 ans. J'ai travaillé ensuite toujours au sein d'Allianz Trade parce que quand on est dans les veines, c'est difficile d'en sortir en tant que chargée d'affaires grand compte. Donc mon rôle, c'était vraiment d'accompagner les clients au quotidien. Donc les problématiques d'impayés, voilà, on les avait vraiment au quotidien gérées et c'était vraiment l'accompagnement dans toute la gestion de leurs contrats au quotidien. Et depuis du coup le 1er juin, donc depuis quelques jours seulement, nouvelle mission en tant que responsable du développement sur le quart sud-est. Eh ben, félicitations. Et ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Denis ? Bonjour à tous. Merci Nicolas de ton invitation. Le cabinet ARC, j'ai fondé le cabinet ARC il y a maintenant 36 ans. Nous sommes spécialisés dans la gestion du poste client et le recouvrement de créances impayées, principalement commerciales, mais aussi bancaires. Et chaque année, nous éditons un baromètre en partenariat avec l'IFOP qui nous permet d'avoir des chiffres clés sur l'environnement économique lié aux TPE, PME et aussi aux grandes entreprises. Et c'est intéressant qu'on puisse débattre effectivement, et à l'invitation de Nicolas, sur les différents sujets et nos sujets de prédilection, les impayés. Eh bien, allons-y. Constat marché, on en est où? Est-ce que le comportement de paiement a changé? On a pas mal de clients qui nous ont dit que c'était de plus en plus tendu. Quelle est votre vision des choses, puisqu'on est parti là-dessus? Constat. Bon, alors, effectivement, aujourd'hui, la situation économique française, il ressort de notre baromètre aujourd'hui, enfin des chiffres de notre baromètre que 96% des entreprises n'entrevoient pas d'augmentation de la situation économique française au cours des tout prochains mois. Il y a clairement une tension à tous les niveaux, notamment sur les investissements, puisque 78% des entreprises se concentrent sur des investissements de nécessité, mais pas des investissements de long terme. Un constat qui, forcément, cette situation obère la situation des plus petites entreprises, des plus fragiles. Il ressort que 66% des entreprises, notamment des TPE et des PME, ne se considèrent pas suffisamment accompagnées,
accompagner à tous les niveaux, accompagner lorsqu'elles sont en difficulté financière, puisqu'on les voit aller être dirigées directement vers le redressement ou la liquidation judiciaire, alors que si on pouvait anticiper la situation, elles pourraient aller vers des mandats ad hoc ou des conciliations. Ça, c'est un constat bien évident. Mais aussi accompagner surtout la gestion du poste client. Elles sont bien souvent victimes d'un rapport de force. Alors un rapport de force, c'est pas forcément un rapport de force avec une grande entreprise, ça peut être un rapport de force avec une autre TPE ou une PME, où là effectivement elles se situent dans une situation où leur principal client les paie avec un délai de paiement de 90, 120 jours, et elles n'osent même pas réclamer le paiement de peur de perdre le marché. Donc elles sont dans une situation relativement complexe. Donc on voit aujourd'hui que ces sociétés clairement sont en difficulté financière parce qu'elles sont sous-capitalisées. C'est le constat. Elles sont sous-capitalisées et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce qui obère la situation de beaucoup d'entreprises. Très bien, merci. Aurélie, de votre côté ? Ce que je pourrais dire, c'est effectivement, on va avoir deux aspects. On l'a vu tout à l'heure avec la vision, on enchaîne les crises. Malheureusement, celle-ci s'installe. Et concrètement, conjoncturellement, c'est compliqué pour les entreprises. Elles font face à la fois à de l'inflation, à des problématiques de gestion effectivement de leur portefeuille. Clairement, ça se concrétise comment aussi ? C'est une accélération des défaillances. Clairement, aujourd'hui, sur le premier trimestre, alors on n'a pas encore évidemment les chiffres du second trimestre, mais le premier trimestre, on a une nette accélération. 2026 commence en fait comme a fini 2025, c'est-à-dire assez mal, avec une accélération justement de ces défaillances. Sur la France au global, on est un peu plus vraiment sur la France au global, pardon, on est à 19 000 défaillances. C'était une croissance de 6% par rapport à l'an dernier, par rapport au même trimestre 2025. Donc on voit clairement effectivement des tensions des entreprises, sachant, je fais ce corollaire parce que l'impayé, ça reste quand même le principal risque de défaillance derrière des entreprises. Si on fait un petit focus, un peu plus PACA, cette croissance 2025, PACA a très bien résisté, elle était même en décroissance, il y avait une baisse de la sinistralité. Par contre, 2026 commence assez mal puisqu'on est en croissance de 9% des défaillances. 1800 entreprises sur le secteur PACA, avec toujours une très forte représentation du secteur construction. Normal. On a également le commerce qui est très exposé sur commerce. Alors commerce de proximité, commerce vraiment dans son ensemble, qui est très exposé. Tout le retail. Exactement, le retail. Voilà, on a pas mal de représentants sur le secteur. Et après, je parlais du côté conjoncturel, mais on voit aussi un changement dans les comportements des entreprises. Les crédits de managers, les grandes entreprises notamment, je ne vais pas les viser particulièrement aujourd'hui, mais il n'y en a pas dans la salle. Non, allez, on peut y aller. C'est qu'on constate clairement aussi des allongements des délais de paiement. C'est comme ça qu'on va gérer le cash aussi dans l'entreprise. On va tirer peut-être un petit peu plus sur le crédit fournisseur parce qu'on connaît, le cash, c'est la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est pourquoi aussi on est là aujourd'hui et ce dont on discute à l'instant. Voilà pour l'aspect. Donc, une crise qui s'installe. Un assureur crédit, ça indemnise, on est d'accord ? Alors, vous jouez votre rôle. C'est parfait. Vous avez bien retenu le triptyque de tout à l'heure. Ce qu'on va d'abord vendre, c'est davantage d'être dans l'anticipation. L'indemnisation, c'est le troisième pilier. Ça veut dire que précédemment, il n'y a pas eu une défaillance, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas suffisamment accompagné ou on n'a peut-être pas, en tant que crédit manager, directeur financier, pris les devants en amont et en anticipant l'évolution de son poste client. Allianz Trade, en fait, va vous aider justement dans le pilotage de ce poste client avec un système de notation. Toutes les entreprises, à partir du moment où elles se créent en France, ont des systèmes de cotation, un peu comme le modèle de la Banque de France, avec un schéma de 1 à 10, 1 étant la meilleure cotation, 10 la société en défaillance. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que la société, une société, un crédit manager qui va rentrer dans le système, dans notre outil, une société, un prospect avec qui il va vouloir travailler, va voir directement la cotation de cette société. Ça va être de l'anticipation et dire au directeur commercial, peut-être que cette société qui est gradée 1, 3 ou 4, qui est un bon grade, j'ai peut-être plutôt intérêt à aller sur cette entreprise-là, qu'une société qui est grade 8, 9, où typiquement ça présente des difficultés de trésorerie ou des bilans qui sont médiocres. Donc l'indemnisation, oui, mais d'abord je dirais c'est l'anticipation, c'est
comment on oriente nos directions commerciales, nos commerciaux terrain sur un risque qui est plus sain. Le développement, c'est bien, chiffre d'affaires, la course au chiffre d'affaires, c'est bien, le chiffre d'affaires encaissé, c'est mieux. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, effectivement, et après encore, juste avant le volet indemnisation, il y aura le volet recouvrement. On a nos juristes, effectivement, qui sont spécialisés pour faire du recouvrement à votre place. Et c'est vraiment le troisième volet où interviendra l'indemnisation. Je ne dis pas qu'on n'indemnise pas, je dis qu'on va mettre en place déjà tous ces paliers-là pour que demain, on puisse vous accompagner au mieux dans la gestion. Ok. Sur les merci Aurélie. Sur les pratiques des entreprises, Arc spécialiste aussi de la partie recouvrement, accompagnement dans les cas de recouvrement judiciaire. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? En fait, on va être très clair. Est-ce que les entreprises subissent les impayés parce qu'elles n'ont pas d'autre choix? Ou est-ce que des fois, quand même, avec un regard extérieur, ce que vous voyez, on dit là, il y a peut-être des marges de progrès. Et justement, dans un contexte complexe, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des changements d'organisation, des évolutions à apporter? Il y a le gros mot de l'externalisation, des relances, il y a plein de gros mots comme ça dans les entreprises. Voilà, l'externalisation passe. Alors, le recouvrement, bien sûr, c'est ce qui est l'antinomique au recouvrement, c'est la liquidation judiciaire. Aujourd'hui, 68% des liquidations judiciaires, ce sont des entreprises qui ont moins de 10 000 euros de capital. On revient à la structure financière de l'entreprise. Ce qui est essentiel à regarder, et c'est le juge de paix, c'est la structure financière de l'entreprise. On a laissé penser qu'on pouvait créer des entreprises avec 1 euro de capital. Ah bon, ça marche pas? C'est bizarre. Ça marche pour certaines. Ah, la SASU à 1 euro qui vous demande une location d'un véhicule à 800 euros par mois, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Et un financement de 100 000 euros à sa banque, ça fonctionne. Mais ça, c'est la faute des banques qui ne financent pas. Après, voilà. Derrière, vous comprenez. Donc, effectivement, la perception, c'est un désengagement des banques. Mais oui, mais face à une raison pour ce désengagement, c'est qu'en face, on a trop de structures. On a laissé trop penser qu'on pouvait créer une entreprise avec un capital ridicule et sans fonds propres. Ce qui, obligatoirement, a pour conséquence une mise au banc de ces entreprises, puisqu'elles ne sont pas financées par les établissements bancaires. Derrière, les assureurs crédits, bien sûr, ne peuvent pas prendre des garanties, ne peuvent pas accorder des encours sur des entreprises qui ne sont pas suffisamment capitalisées. Et lorsque vous êtes face à ce genre d'entreprise, eh bien, ce sont des entreprises qui sont vouées, bien souvent, à une situation délicate et obérée. Et c'est ce que nous rencontrons au quotidien aujourd'hui. Le recouvrement, que ce soit la gestion du poste client en marque blanche sur des outils comme le vôtre ou en recouvrement amiable et judiciaire, on est face à des situations où les entreprises ont une situation totalement obérée. Elles ne sont plus, elles ont réussi à rembourser leur PGE, c'est déjà un miracle, et elles n'ont pas accès au financement bancaire. Et ça, c'est le constat que nous faisons. Donc aujourd'hui, le recouvrement de créances face à ces entreprises, et qui bien souvent doivent supporter déjà le manque de financement, supporter des engagements ou non garantis, non pas d'un cours accordé par l'assureur crédit, donc elles doivent payer au comptant leurs fournisseurs, ce qui vient largement obérer leur trésorerie. Et si vous êtes un fournisseur essentiel, vous pouvez éventuellement envisager d'être payé, mais si vous n'êtes pas un fournisseur essentiel, là, effectivement, il faut prendre toutes les mesures de sécurisation pour éviter le dépôt de bilan de cette entreprise et éviter de perdre votre créance, quoi. Et en fait, dans le cadre des dossiers qu'on vous confie, quand vous êtes face à des sociétés comme ça, sous-capitalisées ou autres, c'est quoi comment vous faites finalement quand vous arrivez en disant, mais si je vous dis, mais moi, il n'y a plus de sous à la banque, de toute façon? Alors, il n'y a plus de sous à la banque, donc effectivement, on ne peut pas saisir les comptes bancaires. C'est ce que font bien souvent les huissiers, et c'est ce qui fait que les résultats sont pas très très pertinents. Alors, il y a des stratégies. En fait, on critique souvent nos lois françaises, mais en fait, la France a été très créative et a conçu des lois extrêmement pertinentes pour pouvoir sauvegarder vos intérêts et appréhender les créances qui vous sont dues par des procédures assez novatrices comme la saisie conservatoire. Qui connaît la saisie conservatoire? Si je lève la main, une main. Je pense qu'on a un petit peu de travail, de pédagogie à faire. Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire, Denis? Alors, je vais être le plus concis possible. L'idée, c'est d'aller appréhender une créance. Vous avez un impayé
Vous savez très bien que la situation est quand même obérée ou peu obérée, enfin tout dépend de la situation économique de votre débiteur. L'idée, c'est d'aller rechercher son actif saisissable. Son actif saisissable, bien sûr, on sait que le compte bancaire est à zéro ou à découvert. S'il est à découvert, c'est assez rassurant parce que c'est que le banquier fait encore confiance. Donc c'est un point positif. Je vois quelques banquières qui sourient à oui, cette voilà, mais on avait pu échanger un petit peu avant. Et mais elles font confiance encore. Ou elles sont obligées parce que elles sont obligées de le maintenir. D'accord. Bon, et donc nous, c'est une activité que nous faisons au cabinet. Donc nous avons un département détective et nous allons aller rechercher le cash. Où se situe le cash? Alors le cash, on est garanti qu'il y a du cash chez les clients de votre débiteur, parce que lui-même, ou j'espère qu'il a encore une activité, parce que s'il n'a plus d'activité, là, ça devient très compromis. Mais s'il a une activité, les clients de votre débiteur lui doivent de l'argent. Et puis, si vous avez encore un petit peu plus de chance, il a peut-être un factor. Et vous avez le fonds de garantie du factor. Le fonds de garantie du factor est une créance appréhendable. Donc, notre département détective va aller rechercher les actifs saisissables. Et là, ensuite, nous allons déposer une requête confidentielle auprès du tribunal de commerce local. Et le tribunal va nous autoriser à immobiliser les fonds. Et donc, nous allons déplacer, lorsque nous avons identifié le fonds de garantie du factor, que nous avons identifié un autre actif éventuel, nous allons déplacer le même jour à la même heure des huissiers pour aller immobiliser, saisir et immobiliser les actifs. Et en général, il y a un effet psychologique très important, puisque si vous avez appréhendé le facteur, là, la solution, votre client doit la trouver dans la journée, parce que tout est bloqué. Et le débiteur que nous avons relancé, que vous avez relancé 20 fois, que nous avons relancé 20 fois, là, dans la journée, il trouve la solution. Ce qui vous permet de recouvrer votre créance immédiatement. Et très rapidement. C'est la procédure la plus rapide. Et cette procédure n'existe qu'en France. À l'étranger, on travaille beaucoup à l'international, et vous n'avez pas un équivalent dans le monde aujourd'hui. Il y a des procédures qui sont un peu proches en Espagne, mais ne sont pas confidentielles. En France, la force de cette procédure, c'est qu'elle est totalement confidentielle. Totalement confidentielle. Donc merci. Là, on voit en fait que le contexte actuel peut aussi être le moment de prendre l'opportunité de réfléchir à comment j'agis, avec quel partenaire j'agis, pour avoir effectivement des solutions que vous n'utilisez pas forcément au quotidien. Effectivement, je ne suis pas sûr que vous montez des saisies conservatoires toute la journée. Et il y a des prestataires qui le font très bien. C'est ça qu'on voulait toucher du doigt. Et merci pour cet exemple. C'est dire, OK, il y a un contexte et il le fait de j'appelle 10 fois, 20 fois, 30 fois. Payez-moi, non, payez-moi, non, payez-moi, non. Il faut peut-être arriver à sortir de ce mécanisme-là par d'autres, par une évaluation préalable du risque et d'autres moyens de les recouvrer. Et on ne perd pas forcément le client. Nous, on réalise 3 à 4 saisies conservatoires par jour pour toutes sortes d'entreprises, les plus grandes multinationales et des PME. Et en fait, on crée un choc chez le client, mais vous ne perdez pas le client parce qu'on le rappelle à la réalité, tout simplement. Et certains clients nous ont remerciés. Enfin, certains clients ont été remerciés par leurs débiteurs parce qu'ils ont dit oui, effectivement. Je me souviens d'une saisie que nous avons faite auprès d'une collectivité territoriale et pour une entreprise de TP qui n'arrivait pas à se faire payer. Et l'entreprise de TP a remercié notre client de nous avoir mandaté pour aller saisir, parce qu'il dit au moins je suis payé de ma créance aussi, moi. Ah oui, ça fait une chaîne en fait, ça permet de débloquer. Et je pense que le meilleur cas, c'est quand le débiteur devient un client du cabinet ARC. Ben, c'est ça. Et c'est assez régulier parce qu'il voit que c'est efficace et c'est assez régulier. Et puis ça a aussi un impact, c'est que lorsqu'on intervient pour la seconde fois à l'amiable, il nous règle tout de suite. Bon. On va faire un jeu de rôle, parce que là, en fait, on est tranquillement assis sur nos tabourets à dire Yaka Faucon. Demain matin, désolé, tu quittes Allianz, après quelques années de bon loyer service. Et ce sera pareil pour toi, Denis. Vous intégrez une entreprise. Voilà, vous changez de vie, vous devenez crédit manager. On vous dit, ben voilà, le poste client, c'est ça. C'est quoi vos 3 premières actions, Aurélie? S'assurer crédit Allianz Trade. Non, je plaisante. Je m'assure crédit Allianz Trade. Okay. Déjà, ça sera de faire un 360 sur le portefeuille client, voire évidemment... Comment, concrètement? Comment? Tu fais comment? Tu arrives au bureau, et je vais faire un 360, tu fais quoi? Alors, je me rapproche effectivement des équipes commerciales, je regarde un petit peu le portefeuille, qui sont mes clients récurrents, mon top 10, est-ce que ce sont des bons payeurs?
est-ce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, faire du chiffre d'affaires avec un très bon client, avec des très gros volumes, mais derrière une absence de rentrée de cash, est-ce qu'on a intérêt à continuer à travailler avec lui si effectivement on a du volume, mais derrière on va peiner pour son BFR. Donc il y a une belle discussion avec le directeur commercial. Alors. Voilà, déjà sur cet aspect-là, et le rôle aussi du credit manager, du directeur financier, à mon sens, au quotidien, ça va être aussi de comprendre ses attentes et de l'accompagner au quotidien dans son développement, et comme je disais tout à l'heure, d'un développement sécurisé. On va chercher du chiffre d'affaires, mais du chiffre d'affaires sain sur des sociétés qui le permettent. Notre outil de cotation, je le redis, permet ce genre de sujet. Donc, le 360 me semble indispensable, effectivement, sur la partie portefeuille client. Point 1, voilà. Après, ça va être effectivement voir, ne plus être dans cet aspect de j'ai mon DSO, ok, comment est-ce que je vais le piloter ? Arrêter de faire de la relance client, mais plutôt anticiper et comment je vais gérer mon poste client. Donc, ça va plutôt être ça, mes premières réflexions en tant que credit manager, voir où est-ce que l'argent est, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux sécuriser aussi mon environnement financier, est-ce que j'ai un factor, comment est-ce que je récupère ce cash auprès des entreprises, mais ça va être tout ce travail-là qui sera obligatoire de faire quand je vais prendre mes premières fonctions. Et je voulais juste rebondir aussi tout à l'heure à ce que tu disais par rapport au directeur financier. Je trouve encore, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir, qu'on subit, comme tu l'as dit très justement, les impayés. Et on n'est pas assez souvent dans l'anticipation. Et je rebondis aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. On va avoir aussi un moyen de pression chez Allianz Trade pour comment on va recouvrer les créances chez nous. À partir du moment où un fournisseur ne va plus payer ses clients, l'assureur crédit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va couper ses lignes. On en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des encours fournisseurs à zéro et une absence de couverture et clairement un impact directement sur le cash. Le fournisseur qu'on payait à 30, 60 jours selon la loi LME, là, on va se retrouver à devoir le payer au comptant. Donc, on va peut-être d'abord régler les clients d'Allianz Trade avec les agences de recouvrement qui sont derrière et qui nous mettent la pression, plutôt que d'autres fournisseurs qui n'auront pas d'assurance crédit et sur lesquels ils ne seront pas adossés à un service de recouvrement. Donc j'évite de me faire couper les lignes chez tous mes fournisseurs. Ça me semble une priorité et pour ça, je vous invite effectivement aussi, c'est votre casquette de crédit manager, de directeur financier, mais de communiquer avec les assureurs crédit. On a des plateformes qui le permettent, on a des analystes crédit, on a 23 délégations en France. Le but, c'est vraiment que les analystes, on en parlait tout à l'heure, mais de connaître l'analyste crédit qui va gérer son dossier pour pouvoir lui apporter de l'information. C'est bien de regarder dans le rétroviseur. Un bilan 2025, aujourd'hui, on l'a vu avec toutes les crises, ça veut pas dire grand-chose. L'important, c'est d'être dans la projection. Nos analystes crédit vont faire ce travail-là pour justement adapter au mieux la cotation des entreprises, avoir une vision sur les projections, sur les situations intermédiaires des entreprises. Donc, vraiment communiquer avec les assureurs crédit. On a été par moments. Il faut le dire. Tu peux le dire. Je peux le dire. Je vais y aller. Non, mais pendant la crise des subprimes, on a été vu effectivement comme un partenaire qui coupait les lignes, clairement, avec sur des champs des codes NAF en masse. C'est plus le cas. Enfin, on est revenu vraiment à ça. Ça fait du mal à nos assurés. L'objectif, c'est vraiment de travailler au quotidien. Nos analystes, en tout cas en région, sont là pour justement avoir une analyse très fine des clients avec qui vous travaillez demain. Et je le redis, la rétrospective, c'est bien. Avoir des idées et des situations, pas des idées, mais des situations intermédiaires, des projections de la part des directeurs financiers sur les évolutions de leur entreprise, c'est mieux et ça nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus fine, en tout cas du crédit client. Donc, communiquer sur les éléments et sur les situations. Aussi, en tant que client, mais aussi en tant que fournisseur. Bonjour Denis, vous avez été recruté comme crédit manager de la société Nicolas BTP. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous allez faire en fait ? Je vais suivre une formation déjà. Ah, formation. Parce que c'est pas, même si on côtoie au quotidien les credit managers,
voir et faire, il y a toujours. Donc je vais tout de suite. Non. Donc une formation à la FDCC ou à la DFCG. Voilà, DFCG, ou à FDCC, mais vraiment une formation. Non, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les délais de paiement sont devenus vraiment une variable d'ajustement. Et ce que l'on voit dans les entreprises, c'est souvent malheureusement une désorganisation ou un manque de communication entre les services financiers et les services commerciaux. Et quelquefois, et on le voit dans les dossiers qui nous sont confiés, je vois quelques sourires dans la salle. Et voilà. Et donc, on le voit au travers de quelques dossiers qui nous sont confiés. J'ai là un dossier qui me revient de lundi, où effectivement on a une créance de 350 000 € et on n'a pas un élément signé dans le dossier. On n'a pas un contrat, on n'a pas une confirmation, on n'a absolument rien dans le dossier. J'ai l'impression qu'il y a d'autres cas de figure comme ça, je vois des sourires dans la salle. Et donc la difficulté vient, c'est pas une désorganisation totale de l'entreprise, parce que c'est pas une TPE, c'est une belle entreprise où l'organisation est perfectible. Donc, et la communication est compliquée, même si le directeur financier, le credit manager font bien leur travail. Derrière, la communication, elle est vraiment pas simple. Donc, je pense qu'il faut déjà, c'est ce que humblement je proposerais, c'est de regarder déjà l'organisation et mettre en place des contrôles. On met des contrôles sur tout maintenant, hein, mais au moins mettre des contrôles sur ces sujets. Ensuite, ce qui est essentiel, moi je pense, c'est ce que aujourd'hui manque dans beaucoup d'entreprises. Hein, quand je disais tout à l'heure que 66% des entreprises se considèrent pas suffisamment organisées et conseillées, c'est vraiment de mettre et d'intervenir dès l'émission de la facture. Et aujourd'hui, trop d'entreprises encore fonctionnent sans avoir mis en place une plateforme qui leur permet, qui leur permet de gérer leur poste client et d'effectuer les relances avant échéance et de détecter la raison du non-paiement avant échéance. Et la dématérialisation de factures va nous y aider, mais il nous faut absolument, et je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à gérer les relances avant échéance et après échéance en interne, sans avoir une organisation et des personnes dédiées. Et aujourd'hui, trouver des personnes dédiées qui acceptent de relancer les clients, c'est pas forcément facile dans toutes les entreprises. Et c'est essentiel de pouvoir détecter la raison du non-paiement avant l'échéance. Ça, c'est essentiel. Et plus on intervient, parce que, en fait, contrairement au bon vin, la facture a vieilli très mal. Certaines entreprises les conservent longtemps, mais moi, j'ai pas vu que ça se... On connaît certains vins dans la région qui vieillissent très très mal aussi. Et en fait, le rôle des personnes qui interviennent avant l'échéance, c'est vraiment une vente. Et moi, je trouve que la relance, on félicite les commerciaux qui réalisent des chiffres d'affaires formidables et qui sont mis en valeur dans l'entreprise. Moi, je trouve ça formidable d'avoir des gens qui réussissent, et c'est parfait. Mais seulement un impayé de 50 000 €, lorsque vous avez une marge c'est une marge du marché, eh bien, il vous faut 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour la compenser. Donc, évitons de perdre 50 000 € pour éviter à nos brillants commerciaux de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est là l'enjeu. L'enjeu, il est là. Il est vraiment, avant l'échéance, de détecter la raison du non-paiement. Alors, ça peut être un problème financier, et auquel cas, on peut couper, on peut ralentir nos commerciaux qui vont se focaliser sur une entreprise qui... Là, on intervient dans une entreprise où vous avez des commerciaux qui continuent à facturer des entreprises qui sont en liquidation depuis 3 ans. Enfin, qui continuent à réaliser des bons de commande sur des entreprises qui sont facturés derrière, sur des entreprises, des clients qui sont en liquidation depuis 3 ans. Et ils ont provisionné les créances aussi ? Bon, non. Ouais. Et alors là, c'est pas une entreprise qui réalise 10 millions de chiffre d'affaires. Ils font près de 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ah oui, non, mais des fois, je me dis, je pourrais écrire un bouquin sur tout ce que j'ai pu voir. Est-ce que tu y as pensé d'ailleurs ?
Ben non. Pas encore. Il va falloir. Pas encore. Mais voilà l'enjeu. Alors nous derrière en recouvrement, on a du mal. Hein. Alors là franchement, quand vous avez une société a été facturée depuis 3 ans, elle est en liquidation judiciaire. Voilà. Alors avoir un outil branché une plateforme telle que celle d'information financière, telle que celle qui existe sur le marché, vous les connaissez, hein, les Credit Safe, Easphere, etc. Et donc derrière, vous avez déjà 80% du travail qui est réalisé. Et puis derrière, vous faites appel à un professionnel du recouvrement qui est bon. On peut parler du cabinet Arc, mais il y en a aussi d'autres. Enfin bon. Mais l'idée, c'est vraiment Donc communication en interne. J'ai été recruté, je communique, je mets en place des contrôles pour voir ce qui se passe, tant dans mon organisation que sur mes clients, et j'externalise une partie des relances. Oui, et surtout avoir un outil qui permet de gérer tout ça, qui permet de gérer les litiges. Les litiges dans l'entreprise, c'est complexe parce que forcément, vous avez la personne qui détecte le litige, mais c'est elle qui va le traiter. Elle doit faire appel au service. Alors là, trouver le service ou l'intervenant qui va accepter. Et plutôt encore, c'est comme laisser vieillir une créance. Le litige, il ne faut pas le laisser vieillir. Plus vous intervenez tôt sur un litige, plus il est résolu rapidement. Quand vous laissez un litige, vous laissez passer 1 an, alors plus personne ne se souvient du sujet, vous avez quelquefois même plus la mémoire dans l'entreprise, des deux côtés, et alors là, c'est la mayonnaise, et puis on passe un temps fou, puis on finit par faire un avoir, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Donc voilà, et ce sont des choses très concrètes qui me paraissent, qui peuvent paraître simples à expliquer, mais au final, dans l'entreprise, mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde soit en accord sur ces sujets, parce que pourquoi le commercial va continuer à vouloir facturer, lui, il a son bonus. Vous émettez des avoirs. Alors, vous avez le commercial, mais vous avez le directeur de l'agence qui a son bonus. Si vous émettez des avoirs, il y a un impact financier sur tout le monde. Donc, et ça touche le salaire. Donc, dès que vous touchez le salaire, forcément, vous touchez la susceptibilité des personnes. Donc, en fait, c'est la difficulté. En fait, le résumé, c'est la difficulté que l'on rencontre au quotidien dans les entreprises. Et c'est pas évident à gérer. C'est facile à expliquer autour d'une table, mais à mettre en place dans une entreprise, je laisse les gens compétents le faire. Et je sais faire le constat, mais je ne saurais pas forcément l'expliquer, enfin le mettre en place dans l'entreprise. Donc je préfère rester à ma place. Ah, finalement. Et voilà. On parlait tout à l'heure vous avez recrutement. Comment ça se passe en fait Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, on a beaucoup de clients nous qui viennent nous dire ok, votre outil il est bien, il est super, il est génial, mais j'ai aussi des difficultés à trouver des gens qui vont l'utiliser. Est-ce que comment ça se passe le recrutement dans les métiers, devrait dire du crédit management, d'autres? Quel est votre regard là-dessus? Pourquoi il y a des difficultés de recrutement? C'est pas assez payé, c'est dévalorisé. C'est quoi votre vision sur cette partie recrutement? Alors, le recrutement, c'est un vrai sujet complexe. Et j'ai même vu dans une entreprise qui réalise 1 milliard de chiffre d'affaires, parce que quelquefois on se dit, bon, elle a des organisations, une petite entreprise, le dirigeant, 1 milliard de chiffre d'affaires. Elle utilisait un outil de relance du marché. Pas le nôtre? Non, un outil qui est vieillissant et qui du siècle dernier. Donc, non, un outil qui mérite d'être remplacé. Et pourtant, certaines personnes l'utilisent encore ou le mettent encore en place. Et donc, il est tellement simple à utiliser que quand on est arrivé dans l'entreprise, personne ne savait l'utiliser. Parce que les mémoires étaient parties et personne ne savait l'utiliser. Et ça, c'était... Alors, le poste client explosé. Bon, il n'y avait pas de problème de trésorerie dans l'entreprise. Et trouver une personne... Et donc, il a fallu recruter une personne qui savait faire fonctionner cet outil. Et il avait été installé d'une certaine façon, donc il fallait trouver quand même... Donc, on a participé avec un cabinet de recrutement à trouver la personne qui pouvait remettre en marche le fonctionnement de cet outil. Ce qui n'est pas le cas des outils de dernière génération qui fonctionnent et qui sont très très simples à utiliser et qui fonctionnent très à merveille, quoi. De mon côté, vraiment sur la vision de mon précédent métier, j'ai pas cette
j'ai pas ressenti, en tout cas dans les entreprises, ça peut être effectivement des PME, des plutôt PMI ou grosses ETI, de problèmes de recrutement liés vraiment à des problèmes de gestion du portefeuille client. On a des outils qui sont tellement simples aujourd'hui, on en parlait, notre plateforme Allianz Trade Online, c'est intuitif. Je ne dis pas qu'un enfant saurait l'utiliser, mais on sait où cliquer pour aller chercher de l'information, on sait gérer, on sait comment déposer un dossier contentieux. Une personne qui n'a jamais utilisé cet outil-là, à partir du moment où elle a des accès, elle sait le piloter et elle sait le suivre. Pour moi, c'est pas un véritable sujet. Et en plus, au-delà de ça, on a des plateformes qui maintenant peuvent se greffer directement sur les ERP des entreprises avec les API. Tout est connecté. Le matin, vous arrivez, vous savez que tel client a tel retard de paiement parce que vous l'avez paramétré ainsi, que tel client, il faut le relancer parce que justement, on arrive proche de l'échéance et qu'il y a peut-être un sujet à ce niveau-là. Je n'ai pas cette sensation que les systèmes, en tout cas de gestion, impliquent des difficultés de recrutement au sein de nos entreprises. Après, je parle sur le quart sud-est, sur la région effectivement sur laquelle j'ai pu travailler et la population. Mais en tout cas, on développe de plus en plus des outils très simples de gestion où au quotidien, le but c'est d'avoir la réponse et pas forcément d'appeler tout le temps son gestionnaire pour avoir une réponse à ces questions sur son fonctionnement en tout cas. Ok. Dernière question pour toi, Denis. Maintenant, avec les agents IA qui font des recouvrements tout seuls comme des grands, j'ai plus besoin du cabinet ARC? Non. Effectivement, l'agent IA va tout faire tout seul. Non, alors justement, j'étais en train de penser à l'IA à l'instant, parce que l'IA, on l'a intégré dans nos outils. Et l'IA et tout notre outil de recouvrement, on a intégré l'IA et l'IA est essentielle. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on mettait 4 heures pour analyser sur des procédures judiciaires, lorsqu'on on reçoit des conclusions, ou lorsqu'on mettait 4 heures pour analyser les pièces d'un dossier ou les conclusions, Aujourd'hui, vous avez des agents, des outils qui vous permettent en 10 minutes de vous faire une synthèse qui vous fait gagner un temps fou, quoi. Mais l'intervention humaine est toujours nécessaire et sera, à mon sens, toujours nécessaire. Et on l'a vu dans certains dossiers. Alors, l'agent IA qui va appeler, alors qui permet de prioriser, d'optimiser, enfin de faire tout ce que l'on peut faire avec l'IA, c'est parfait. Derrière, on est quand même il est nécessaire d'avoir une intervention humaine pour contrôler. Et je suis assez serein sur l'emploi, parce que on craint l'emploi. Alors effectivement, il y a des postes qui vont être certainement transformés, mais l'agent IA, l'IA va obligatoirement créer de nouvelles fonctions. Moi, on l'évoquait avec hier soir, ça fait 40 ans que j'entends que le métier de comptable va disparaître, ou d'expert comptable va disparaître. Il y en a dans la salle, ils sont toujours vivants. L'IA intervient, modifie, mais ça fait 40 ans qu'on entend ça, et aujourd'hui, plus personne peut recruter de comptable parce qu'on a dévalorisé cette profession, alors qu'aujourd'hui, c'est encore une fonction essentielle, et malgré tous les outils qui ont été développés durant ces années et les outils qui sont développés aujourd'hui, on a toujours besoin de personnes qui contrôlent, qui effectuent des reports et qui contrôlent les reports qui sont effectués par l'IA. Donc des gains de productivité, mais l'agent de recouvrement qui traite une relation humain à humain pour débloquer un sujet. Voilà, le litige que vous connaissez tous dans les entreprises, je vous assure qu'on n'est pas prêt d'avoir un agent IA qui va traiter le litige. Déjà, l'humain a du mal à communiquer. Alors là, on peut mettre des agents IA qui communiquent entre eux pour débloquer un litige. On le verra, ou si ça doit exister, je pense qu'on le verra pas. D'accord. Merci Denis, merci Aurélie. Je vais vous remercier pour ce premier atelier. On peut les applaudir. Ils ont eu une lourde charge de démarrer. Merci. Merci. Et donc, si vous voulez discuter avec Denis et avec Aurélie, vous aurez tout le cocktail pour échanger avec eux.